Tanou Rabanan. Donc, Tanou Rabanan, on a enseigné. Voilà. Tzedek, Tzedek, Tirdof, Alech, Achar, Bedin Yafé. La Braïta, elle dit que cette formulation du pasouk dans la Torah, où il y a cette redondance, cette insistance sur Tzedek, Tzedek, justice, justice, tu poursuivras, ça vient te dire qu'il faut impérativement t'employer à Haler, va, recherche. Achar Bedin Yafé, un beau Betdin, c'est un Betdin compétent. Alors, et la Gemara, vous allez voir que la Gemara va donner une. Ça veut dire qu'il y a des Bédinim pas compétents, en fait. Il y a des Bédinim plus ou moins compétents. Alors, il y a des Batédinim plus ou moins compétents. Et puis, je ne sais pas si tu te rappelles, mais dans le premier Pérec, on avait vu que parfois, il y avait même, on n'avait pas besoin forcément de Moumchim. On ne prenait pas à chaque fois des Moumchim, des experts. Mais justement, si on prend des idiototes. C'est parce qu'il n'y avait pas besoin de compétences particulières. C'est qu'il y avait une concession qui était faite, qui était tolérée. Moi, je voyais plus du type qu'il n'y en avait pas forcément besoin. Alors, il y a encore pire que ça. Il y a une notion, comment ça s'appelle J'ai bien vu ça. Batédinim chez B. Enfin, c'est même pas des batédinim. C'était en fait un organe de justice qui était retenu par la ville, parce que de toute manière, il n'avait personne de compétent en Torah. Donc, à défaut de dayanim compétents en Torah, on va s'en remettre aux personnes qui sont connues comme étant les plus compétents dans d'autres ailleurs qu'en Torah, avec honnêteté, etc. D'accord ? Donc, on peut carrément même renoncer, quand il n'y a pas le choix, au Beddin, sans pour autant que ce soit assimilé à des RKO. C'est les RKO, ce sont les tribunaux Goy. Alors, et là, la Gemara va donner une liste d'exemples où il y avait donc un Beddin Yafé. En l'occurrence, regardez ce que la Braïta poursuit. Achar Rabbi Yezer Lelod. Donc, voilà, par exemple, le Beddin de Rabbi Eliezer qui est installé à Lod, Achar Rabban Yochanan ben Zakkai, Livro Chaïl, le Beddin de Rabbi Yochanan ben Zakkai qui était à Bro Chaïl, c'est un endroit. Tana, on a enseigné, alors une digression à propos de ce nom de ville-là, on a enseigné Kol Rechaim Bebourni, Shavua Haben, Shavua Haben. Alors, Shavua Haben. Quand on entendait le bruit du moulin qui à moudre à Bourni, voilà, c'était le signe que, c'est quoi Shavua Haben? La semaine du fils, la semaine est écoulée, donc ça correspond au 8e jour de la Brit Mila. Or, Aner Bivrochaïl, et quand il y avait la lumière du ner à Brochaïl, donc cette ville où siégeait Rabban Yochanan ben Zakkai, Mishtesham, c'était le signe annonciateur de la Séouda de la Brit Mila. Alors, les Mefarshim disent que Mishté, c'est une Séouda. C'est une Séouda, d'accord, voilà, parce qu'en principe, on va les boire. Voilà, c'est accompagné de boissons, évidemment. Et apparemment, les Mefarshim disent que c'est parce que à l'époque où il y avait la Xéra contre la Brit Mila, on ne pouvait pas se permettre de l'annoncer de façon officielle. Donc, ce qui éveillait l'attention des gens, c'était quand au moulin, on avait besoin de moudre il y avait les samamanim, il y avait vous savez que pour cicatriser la blessure de la Brit Mila, ils utilisaient des samamanim, d'accord, donc des variétés comme ça de végétaux, ce qui servait les samamanim, on les connaît sous le nom d'encens. Ok. Voilà. Bon, ils n'avaient pas les poudres et les cicatrisants qui existent aujourd'hui. Ouais. Donc, ils servaient de ça. Et donc, voilà, c'était la façon d'annoncer qu'il y avait une Brit Mila. Donc, on continue la liste, là. Talou Rabbanan, voilà. Tzedek, Tirdov, donc justice, tu poursuivras. Alech Chachamim la Yeshiva. Donc, il faut rechercher donc, les Chachamim. Alors, Yeshiva, c'est quoi? Yeshiva, Rachid, dire, il y a des Rachid, comment expliquer la Yeshiva? Chachamim la Yeshiva, c'est plus bas, c'est au niveau de la moitié des grandes lignes en bas de la Gemara. Chachamim la Yeshiva. Bet Avaad, l'endroit donc de rassemblement, là où les Chamim, Shesham, Bet Din Kapua, là où le Bet Din était fixé, Kegon par exemple,
voilà, Achar Rabbi Eliezer Belod, comme voilà, ce qu'on a dit, la Rabbi Eliezer à Lod, etc., tous les autres qui vont être cités. Alors, revenons à la Gemara. Voilà, c'est sur la Gemara, donc c'est tous ceux qui vont être cités. Donc, c'est Rabbi Eliezer à Lod, Achar Rabbi Yochanan ben Zakkai, il Brochaïl, après Rabbi Yochanan, auprès de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était donc à Brochaïl, Achar Rabbi Yoshua les Pkirin, à celui de Rabbi Yoshua qui était à Pekirin, Achar Rabban Gamiel les Yavne, après, donc, auprès de Rabban Gamliel qui était un Seder Yavne, Achar Rabbi Akiva l'Ivnebrak, auprès de Rabbi Akiva qui était à Bnebrak, c'est pas le Bnebrak actuel, hein, géographiquement on n'est pas au même endroit. Achar Rabbi Mathia les Romi, ou auprès de Rabbi Mathia, alors Romi, il ne s'agit pas, non, voilà, ne pas faire l'erreur, il ne s'agit pas de Rome, mais il s'agit d'une ville qui était à proximité qui était dans le Galil, apparemment Galil et Lyon, à proximité de la région de Tibériade, etc. Achar Rabbi Hanania ben Teradion, auprès de Rabbi Hanania ben Teradion, les Sichni, à Sichni, Achar Rabbi Yossi les Tzipori, à celui de Rabbi Yossi à Tzipori. Tzipori, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est à côté de Tibériade aussi, Tzipori. Et quand vous allez de Tzfat quand vous allez de Tibériade à Tzfat, vous avez des écriteaux qui indiquent Tzipori. Ouais, c'est très, très d'époque. Achar Rabbi Yehuda ben Betera les Netzivin, auprès de Rabbi Yehuda ben Betera les Netzivin. Achar Rabbi Yoshua la Gola, après Rabbi Yoshua la Gola, c'est pas la Gola, non, la Gola, Rashi explique, je crois. Voilà, Rashi, regardez la Gola. Gola, c'est les Pumpedita. Pumpedita, c'était un des centres les plus importants en Babel de Torah. D'ailleurs, Pumpedita, géographiquement, c'est à côté de la ville en Irak aujourd'hui, Fallujah. Ah ouais. Fallujah, ouais. C'est pas très loin de Bagdad. Ok, c'était entre les deux fleuves, donc entre le Tigre et l'Euphrate. Ça se visite. Comment? Ça se visite. Aujourd'hui, ça, si tu veux, tu visites Yérim. Ouais, c'est ça la Mésopotamie entre le Tigre et l'Euphrate. C'est cette région tellement. Toute l'histoire antique, elle est là-bas, quoi. Mésopotamie, ça veut dire justement entre deux fleuves. Méso, c'est entre, au milieu, et potamie, potage, je retrouve en grec. Potam, c'est fleuve. C'est pour ça que l'hippopotame, le hippopotame, le cheval du fleuve. Bon, bref. Donc, à Pumpedita, etc. Achar Rabbi les Bet Shearim, auprès de Rabbi à Bet Shearim, Achar Chachamim les Lishkat Agazit, ou auprès des Chachamim. Alors, Lishkat Agazit, c'est carrément Lishkat Agazit, c'est la loge qu'il y avait au Bet Amikdash. Donc, ça, c'est vraiment l'organe suprême à propos duquel la Torah dit Vekamta, Vealitael, Amakom, Asher, et trucs, etc. D'accord, lorsqu'il y a une question qui se pose, qui ne peut pas être tranchée, l'organe ultime de décision qui va trancher sur la question qui se pose, c'est le Sanhedrin, donc le grand Sanhedrin qu'on connaît, qui était donc installé dans cette lishka-là. Remarquez, il y a j'avais vu dans le Margaliot Hayam, c'est un sefer je voulais déjà citer ce sefer. De Rav Reuven Margaliot, c'est un Gaon Hatsoum. Il était bibliothécaire en Israël, il était bibliothécaire, responsable de je ne sais plus quelle sifria, quelle bibliothèque, je ne sais pas quoi, et un Talmid Racham d'une érudition, mais hors norme, vraiment hors norme. Ouais. Et il a plusieurs sphères comme ça intéressantes, de Mercard, de recherche, etc., puis de Limout. Ouais, il est de quelle génération? Là, il est Miftar, Ah, ouais, ça remonte à quelques décennies seulement. Ouais. Et il relève des choses intéressantes par rapport à ça. Ouais, il dit d'abord, pourquoi avoir donné toute cette liste-là de maîtres, voilà, avec les endroits, dis-moi simplement, va à tel endroit, d'accord, ou bien va chez Ravintel, on précise l'endroit. Et il y a une autre étrangeté qui relève, il relève 2-3 points, mais il y en a une autre dont je me souviens qui relève, c'est que c'est ça n'est pas donné dans l'ordre. Alors, c'est quasiment tous la même époque. Hein, les maîtres qui sont évoqués, c'est quasiment tous la même époque, à part Rabbi. Rabbi, lui, c'est la fin des Tanaïm. Donc, c'est la fin des Tanaïm. Mais voilà, il commence. On a vu dans la Braïta,
il y a Rabbi Eliezer qui est cité avant Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabbi Eliezer à Lod, et ensuite on te dit, et il faut aussi rechercher Rabbi Yochanan, par exemple, les exemples qui sont donnés, Rabban Yochanan ben Zakkai à Bror Chaïl. Et donc, alors lui, il veut dire la chose suivante, il veut dire qu'il y a quelque chose d'important qui nous a enseigné, c'est que dans la mesure où on est dans la région, à proximité, par exemple, de Rabbi Eliezer, on ne pourra pas exiger d'aller au meilleur beddin du maître, Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui est le maître de Rabbi Eliezer, parce qu'il est dans une région plus éloignée. Donc, on ne peut pas imposer d'aller au-delà de la géographie dans laquelle on se trouve sous prétexte qu'il est meilleur. Dans la mesure où tu en as un qui est bon, qui est avéré comme étant très bon, il ne faut pas non plus pousser le bouchon. Voilà, et donc c'est pour ça que les endroits géographiques qui sont plus précisés. C'est compliqué, je suis là, je suis là. Bon, dans la mesure où c'était établi, par exemple. Quand tu prends, tu vas dire que c'est tous des géants, etc. Mm-hmm. Je vais te retrouver. Est-ce que c'est quelque chose qui se transpose aujourd'hui? J'ai n'importe quoi, tu es à Jérusalem et tu as un Bedin, je ne sais pas, à Cholon, et tu sais que le Bedin de Cholon, il est peut-être meilleur que celui de Jérusalem. Est-ce que tu te dis, je vais aller à celui de Cholon, tu vois, je vais quitter Jérusalem. Est-ce que tu arrives à délaisser un endroit qui géographiquement a compétence pour aller dans un Bedin franchement, pour le coup, c'est à la vie de chacun. Alors, c'est vrai, il y a, malheureusement, dans toute c'est à la vie de chacun et à la vie du litige aussi. Okay. C'est vrai que dans toute appréciation, il y a une part de subjectivité, mais ça, c'est ce qu'il est précisément en train de dire. Et puis pire que ça, c'est que tu es quand même Nogé Bédama, parce que c'est toi qui vas être jugé. C'est pas que tu vas choisir pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être une subjectivité, mais tu vas quand même passer tout en jugement. Quoi. Oui, mais tu vas, en principe, c'est pas parce que tu es jugé que tu vas chercher le Bedin le plus véreux pour aller qui sera à ton avantage. En principe. Non, mais au contraire, tu sais que tu vas être jugé positivement et tu as envie de défoncer l'autre. Je pense qu'on peut pas ça aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas choisir. C'est ça, en tout cas, en France, tu ne peux pas choisir. Je ne sais pas comment ça se passe. Pourquoi on ne peut pas choisir? C'est ton litige, il a le lien. Vous parlez d'un tribunal dans les. Ah, tu veux vous parler? Ouais. Ah oui, c'est soumis à tel. En Israël, c'est pareil. J'imagine que quand il y a un jugement à faire, ça dépend de la. Mais c'est ce qui est dit là, c'est justement ce qui est dit là. C'est que dans la mesure où dans ton secteur, il y a un Bedin qui est avéré comme compétent, après, même si c'est ce que je te disais. Si je te parle de tribunaux civils en Israël. Non, après, si la juridiction, elle impose que tu sois dépendant de ton secteur, de ton canton, de je ne sais quoi, la question, voilà, ils ont autorité, ils sont. Après, non, il y a des malcontents. Est-ce qu'il peut aujourd'hui aller au Bedin de Ramosner? Non, mais c'est ce que je te dis. C'est dans la mesure où il est avéré comme compétent là où il est, et c'est ça la lecture qu'il en donne. On a volontairement mentionné les endroits géographiques, ce qui semble complètement inutile, pour te dire que tu t'en tiens à ta région dans la mesure où le Bedin qui est sur place est compétent, quand bien même il est moins compétent que celui qui est plus loin. C'est ça, Rabbi Eliezer et Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Eliezer, c'était l'élève de Rabbi Yochanan ben Zakkai, mais pour autant, on te le cite. Lui, il est à Lod, tu vas chez lui dans la mesure où tu es dans la région de Lod. Et tu ne pourras pas imposer à la partie adverse, non, on va chez Rabbi Yochanan ben Zakkai qui est à Bror Chaïl parce que tu veux l'éclater, sachant que tu as raison. Donc le concept de compétence territoriale, c'est déjà en fait. Bah oui, si tu veux. Ouais. D'accord. Le problème de le problème de le pédophile, ouais. Du GSS, c'est pas nébratif. Mais pourquoi ça, c'est une autre raison, malheureusement. C'est qu'il refusait de le faire là-bas. D'accord, il vaut mieux étouffer l'affaire, etc. Bim comme Shen Anashim, Ishtadal Yotish. Quand il n'y a pas d'homme, ben sois-toi un homme. Et si ça ne peut pas se faire là où ça doit se faire, ça sera ailleurs. Et là, c'est un autre. Il a oublié, le film. Évidemment. Il a oublié. C'est ce qui peut se comprendre. Enfin, de son côté, en tout cas. Ok. Allez, on continue. Salut, bonne journée. Dîner Mamonot, poterie. Alors, on avait dit, vous vous rappelez que dans la Mishnah, on avait dit que dîner Mamonot, les procès d'ordre financier, on pouvait commencer tout aussi bien à évoquer ce qui allait dans le sens de l'accusé que ce qui était à son désavantage, ce qui pouvait le desservir. Alors que dans Dîner Nefashot, il fallait obligatoirement ouvrir les débats sur ce qui allait dans le sens en faveur de l'accusé. Qu'est-ce que ça veut dire aller dans le sens en faveur de l'accusé? Comment on dit? Donc, comment on commence? Qu'est-ce qu'on doit dire? Amar Raviuda, ainsi on leur dit. Ainsi on s'adresse aux témoins qui ont fait la déposition, donc à charge contre celui qui est accusé. Mi et Marc et qui dit que c'est comme ce que vous dites? Qui dit que vous n'êtes pas en train de raconter des bobards? Peut-être que vous n'êtes pas très honnête, vous les témoins qui déposaient ce témoignage. Amar Leoula, il y a Oula qui dit à Rav Yehuda,
mais tu les muselles en disant ça, tu les fais taire. Des témoins qui spontanément sont venus se présenter pour déposer, pour agir en tant que bons citoyens et faire en sorte que la justice soit rendue. Et ils ont témoigné et ils s'entendent dire immédiatement après leur déposition, mais peut-être que vous êtes des menteurs. Dans ces cas-là, ils vont, ok, ben c'est bien, si vous nous soupçonnez d'être des menteurs, on se barre, on s'en va. Et là, Rachi, est-ce qu'il y a un Rachi, la première grande ligne, Miyemar, voilà, Miyemar Ketkeabritou, donc à cette proposition de Rav Yehuda qu'on oppose aux témoins suite à leur déposition, comme vous avez dit, Shema Be'atz Be'etza Batem, peut-être qu'en fait c'est une Be'etza, comme on dit, C'est devenu ça. C'est une il y a une entreprise, comment dire, un plan pas honnête. Baptême, vous êtes venu, comment? Non, et ça c'est plus et ça au sens c'est un conseil. Mais là, Baratzat Rechaim, même il y a une expression dans le Télim, dans la Torah. La Etza, elle est aussi souvent assimilée à la manigance. D'accord, à ce qui va dans le sens de ce qui est négatif. Donc, Shema Be'etzem Batem, peut-être que vous êtes dans un complot. Vezoi Ptichat Atzala Lazé. Et donc, c'est le début du sauvetage pour celui qui est accusé. C'est-à-dire, en mettant en doute la déposition des témoins, on est dans le sens de ce que la Torah demande quand il s'agit de dîner les fachotes, de Veitzilu et Aeda, de sauver celui qui est accusé de la peine capitale. Ce à quoi Oula objecte à Rav Yehuda, mais là tu les fais taire. C'est en leur disant ça, tu les as complètement, tu les cloues au pilori avant de savoir ce qu'il en est, si c'est des gens bien, des gens pas bien. Rashi, Rosmin Anouet PM, on les fait taire. Keshanu Makrishi Notan, quand on nie ce qu'ils disent, ou en tout cas quand on évoque cette possibilité de but en blanc, on leur dit peut-être que vous êtes des menteurs. Et donc ils risquent de faire marche arrière, Bétork et des Dibourg, dans ce laps de temps où ils ont déposé ce qu'ils ont dit, ils risquent de finalement, on n'a rien dit, allez, on regrette, on n'a rien dit, et l'affaire s'arrête là, et donc finalement on ne juge pas. Alors, l'Agmara dit, et alors quel est le problème de les faire taire? Velichasou, eh bien qu'on les fasse taire, c'est pas, qu'est-ce qu'on a à perdre? Milo Tania, n'avons-nous pas enseigné? Rabbi Shimon ben Eliezer Omer, Rabbi Shimon ben Eliezer dit, Messiaïn et Taïdim, Imakom les Makom, que lorsqu'il y avait justement des témoins qui venaient pour témoigner sur ce qui touchait à la dîner fachot, alors littéralement, Messiaïn et Taïdim, Imakom les Makom, on les fait voyager, on les déplaçait, on les trimballait d'un endroit à l'autre. Kédé chez Titarev Da'atan, afin qu'ils deviennent fous, qu'ils en aient assez et qu'ils décident d'abandonner. Veillach Zerubaen et qu'ils fassent marche arrière. Alors, Réderachit, Milotania, n'avons-nous pas enseigné? Massim, donc on les fait bouger. Ayou Bet-Din et Aedim, Kodem Kabbalat et Dout. Donc c'est ce que le Bet-Din faisait avec les témoins avant même qu'ils n'aient eu le temps de déposer leur témoignage, Muakom et Makom, d'un endroit à l'autre, ou Mecheder les Cheder, et d'une loge à une autre, d'une chambre à une autre, Keshebaim les Haïd, lorsqu'ils venaient témoigner, Omrim Lem leur disait, L'Onekabel Kan, non, on ne va pas écouter ici et la Kan, mais plutôt là-bas, Vechen Misham, le Makom Acher, et même chose de l'autre endroit. Bref, on les trimballait non-stop, de sorte à ce qu'ils finissent par dire, bon, c'est bon, on n'est pas une balle de ping-pong. Donc, et comme si on cherchait à les dissuader de venir témoigner. D'accord. D'après c'est le Ravad qui dit que c'est pas physiquement qu'on les trimballait, mais c'était au niveau de l'esprit, des questions, passer du coq à l'âne et à nouveau du truc au truc pour les dissuader, pour les écœurer un petit peu de continuer. Donc, apparemment, la dissuasion de déposition des témoins quand elle porte sur dîner les fachotes, elle n'est pas refusée. Dit la Gemara,
Oui, parce que tu dis, sauf, il faut bien qu'on ait, il faut bien qu'on tire les engueulés. Si tu démotives les témoins pour venir, Non, c'est-à-dire qu'on veut considérer que ce qu'il dit, c'est quelque chose de très vrai. Donc, on les met dans des conditions où à partir du moment où ils doivent préparer je pense que c'est comme ça. C'est-à-dire qu'un témoin qui va et qui a dans sa tête le texte qu'il va raconter, c'est assez simple. ouais, mais si on a des moyens. Alors, si on lui complique la chose, Ah, il y a peut-être ça aussi qui joue. C'est vrai, ok. C'est un des avantages collatéraux, on va dire. Mais a priori, l'intérêt premier semble être vraiment la dissuasion des témoins, qui ne viennent pas déposer, et à défaut de déposition, on ne pourra pas condamner à mort celui qui est accusé. C'est pas plutôt pour tirer vraiment la vérité, parce qu'on leur rend les choses. Vous avez raison, vous avez raison. C'est pour ça que j'appelle ça un des avantages collatéraux, dans le sens où c'est vrai qu'on gagne ça aussi. En étant déstabilisé, trucs, etc., c'est plus difficile de maintenir une fausse version, un truc qu'on avait plus ou moins élaboré. On est un peu pris de ouais, mais ça, encore, j'ai envie de te dire, c'est un problème, c'est l'appréciation. Il y a des gens, même des gens honnêtes, tu les vois quand ils sont dans une situation, je ne sais pas, perdre en moyen. Ils perdent leurs moyens. C'est vrai, tu vois des gens en entretien, tu vois des trucs, ils vont Ouais. raconter des bêtises. Ouais. Mais tu as des gens, tu vois, ils sont venus pour mentir, quoi. Tu le sens, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a un contexte qu'il y a à faire aussi. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que dans la Gemara, souvent, il y a l'expression, vous connaissez l'expression, il y a une notion de ta'aninan. Ta'aninan, c'est le bet din qui se fait de sa propre initiative le porte-parole de l'une des deux parties quand on voit qu'il y a, voilà, on peut alimenter. Il me semblerait qu'il va dire. Non, c'est on va même le dire. Non, il me semblerait qu'il veuille dire, que le témoin veuille dire. Si tu veux. L'interprétation des biens du témoin. Pas forcément, parce que tu vas encore plus loin. Non, tu vas encore plus loin, parce que même si comme tu dis, même si le témoin il est un peu simplé, ou il a perdu ses moyens, ou je ne sais quoi. Tu vas affirmer, le témoin dit que. On peut le dire, on le dit à sa place. On le dit à sa place. C'est un peu le bet din dans la Torah, il joue le rôle de l'avocat et du procureur. Ouais. D'accord. Il n'y a pas un monsieur procureur et un monsieur avocat. Pardonnez. Alors, donc, quel est le problème d'avoir cette attitude où on va finalement les écœurer de faire leur déposition? Comment? C'est un côté malhonnête, même si c'est pour blanchir l'accusé. Oui, mais puisque de toute manière, limite, ce côté malhonnête, il est dû à la Torah, entre guillemets. Quand la Torah elle te demande, Ve'etsilou, de tout faire pour exempter l'accusé de la peine de mort, ben, nous, on se serait attendu finalement. Ça peut aller jusqu'à empêcher des gens de témoigner. Mais alors, ça rentre dans cette. Tout faire, c'est de donner un sens politique à ce qui est dit, laisser le bénéfice du doute. Mais tu faire en sorte qu'il y ait quelqu'un qui ne pas témoigner, ou en tout cas, c'est comme si je te disais, ils peuvent venir, je n'enregistre les témoignages que 4 minutes avant Shabbat, alors que le témoin invite à l'autre et que je suis à Tel Aviv. Ouais, non, mais tu vois, tu as une palette d'hypothèses possibles qui est infinie. Mais à partir du moment où il y a. Finalement, il en faut plus que ça pour véritablement dissuader des témoins qui ont insisté de façon flagrante à mettons, une scène où Réhouven a tué Shimon. En tout cas, si Réhouven il est chayav mita, c'est que manifestement, ce qu'il a fait est excessivement grave. Enfin, quoique. Est-ce que le silence... Imaginez, il a retiré le petit pois de son plat de riz Shabbat. On l'a prévenu, d'accord? Et il l'a fait. Est-ce que le ils vont quand même pas ne pas témoigner pour. Ah, mais ça, c'est grave pour le riz. Est-ce que le silence s'assimile à un mensonge? Est-ce que là, le silence dans la Torah, dans le livre des témoins? Mais bien sûr, la Torah, elle reproche celui qui fait de la rétention de témoignage s'il sait qu'elle a. Non, il n'a pas été mis en condition pour témoigner. Il ne peut pas témoigner. On ne retient pas son témoignage. Pour X, Y, non, on ne retient pas son témoignage. Non, on l'a empêché de témoigner, on est en train de dire. Il est arrivé à un moment, on essaye de le dissuader de témoigner. On lui fait peut-être retenir aussi on lui fait retenir son témoignage finalement. On est en train de dire que celui qui s'abstient de témoigner, la Torah le sanctionne. C'est vrai que. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui. C'est contradictoire, d'accord. C'est une bonne question. Toi, tu dis finalement. Je ne pense pas qu'on l'interdise ici. On lui rend les choses plus compliquées, mais ça ne veut pas dire qu'on l'interdise de témoigner. On lui rend les choses plus compliquées d'après ce qu'il m'a. Non, on ne lui interdit pas. Mais ce que David demande, c'est que comment on peut encourager une démarche qui finalement irait à l'encontre de la Torah, à savoir, on ne fait pas de rétention de témoignage. Si notre témoignage, il peut venir, il va apporter la justice. Je pense que ça, déjà, il me semble que ça, c'est dans les histoires financières. On te fait le reproche de ne pas témoigner quand il s'agit de trucs financiers, où là, véritablement, tu peux arranger. Okay. Voilà, tu vas
tu vas réparer ce dont a été lésé, la victime, etc. Donc, il est mort, on ne peut pas le réparer, c'est ça. Voilà, mais c'est vrai. Après, d'un autre côté, tu diras, bah, enfin, c'est une forme de réparation. Quoi. Ouais, ça, Bah, bien sûr. Mais tout le digne du Goël Adam, d'accord, le Goël Adam dans la Torah, celui qui a été tué, un type a été tué involontairement, d'accord, eh bien, les proches de la victime, ils sont appelés Goël Adam, les vengeurs de sang. Et si jamais ils tuent l'assassin involontaire, c'est pas évident qu'il soit concerné par la mort. Et ça, c'est bon, c'est tout un. D'accord, ça dépend à quel moment, un truc. En tout cas, ils ont des circonstances très atténuantes, quoi, semble-t-il. Donc là aussi, on pourrait dire il y a aussi une forme de réparation. C'est vrai, tu as raison. Pourquoi est-ce qu'on les dissuade de témoigner, sachant que la Torah, a priori, elle encourage à la déposition de témoignages quand ça va dans le sens de ce qu'il faut pour établir la justice. Bon, mais encore une fois, peut-être que là, il n'y a pas véritablement. C'est pour éviter un faux témoignage, simplement. C'est pour tomber sur. D'après ce que je comprends, c'est ce qu'ils mettent au début. Pour éviter que le témoignage soit faux, on essaye de compliquer un peu on essaye de rendre les choses un peu plus difficiles pour voir la véracité du témoignage. Maintenant, est-ce que c'est. Je ne sais pas. Ouais. On avait plutôt l'impression que la raison pour laquelle Diné Nefashot, on ouvrait par des propos qui allaient dans le sens à l'avantage de la vie de l'accusé, on avait plutôt l'impression que c'était pour un peu donner le ton, quoi. Parce qu'on est toujours dans cette perspective où on veut, au final, on aimerait vraiment pouvoir l'exempter de la peine capitale. Donc, on essaye de donner le ton. Mais on n'a pas vraiment vu que c'était pour éviter qu'il y ait un faux témoignage. À moins que ce soit le cas, peut-être qu'il y a aussi de ça. Non, mais pourquoi il ne faut pas que ce soit une facilité. Le témoignage, on rend le témoignage un peu plus difficile parce qu'il s'agit de vie et de mort. Ouais. Donc, il faut que le témoignage soit vraiment un vrai témoignage. Dans ce cas, on lui complique un peu la situation pour ne pas que ce soit une partie de plaisir. Ok, peut-être ça joue sans doute aussi. Oui, pourquoi non, mais ça tient. À la limite, c'est bon signe parce que. Ouais, ça tient la route. Si on veut sauver une vie, effectivement, il y a une vie qui est en jeu. On ne peut pas se permettre d'accepter n'importe quel témoignage. Donc, si la personne est réellement convaincue du témoignage, elle ira jusqu'au bout, même si on lui complique la situation. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Je veux dire que cette dissuasion-là, bon, elle est dissuasion, mais elle est un peu légère, quoi. Oui, d'accord. Ça, quand l'affaire, elle porte sur quelque chose de tellement capital, c'est pas ça. Voilà. Et moi, c'est marrant. J'ai envie de te dire que le témoin, hormis l'obligation de la Torah de témoigner, il n'a rien à gagner à outrepasser les complications. Il s'en fout. C'est-à-dire que si les témoins, il a un café, il voit qu'il y a une brique, c'est qu'il y en a un qui a tué l'autre, hormis répondre à l'injonction de la Torah. Mais ce qui veut dire que pourquoi on lui complique la tâche? Parce que finalement, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? C'est pourquoi on lui complique la tâche. C'est un peu le paradoxe. Non, mais c'est que non, je veux dire. Quand tu as un petit débat moderne, tu peux avoir un intérêt du meilleur. Non, mais regarde, finalement, regarde, ta question, je suis d'accord avec la question, mais ta question pose-la carrément sur la Torah. Je parle même pas. Non, je veux dire pourquoi, regarde, Regarde, la Torah, elle te donne des règles de témoignage, elle donne toute une liste, elle fait même la division de la façon dont on exécute. Il y a 4 peines de mort différentes prévues, et à chaque transgression s'applique telle ou telle exécution. Et attention, et les sentences de la Torah où il sera mis à mort, où il sera exécuté, il y en a, en veux-tu, en voici. Donc apparemment, c'est un truc, ok. Et par ailleurs, cette même Torah, elle te dit Ve'it silou, ce que les Chachamim interprètent comme voulant dire on s'emploie à ne pas arriver à ces exécutions-là. Alors, si tout ça, c'est véritablement l'intention de la Torah, ça, on dirait c'est un peu schizophrène, quoi. Ok, on s'emploie, on y va, allez, vas-y, et ensuite on l'exécute, ensuite on le caillasse, et celui-là on le zigouille comme ça, et celui-là, ceci, cela. Mais tu sais quoi, au final, Ve'it silou. Alors déjà, ce Ve'it silou, les Chachamim, il lui donne une grande ampleur par rapport à la lecture simple qu'on en a dans la Torah. On n'aurait pas compris ça, nous, de la Torah, si les Chachamim n'étaient pas venus nous mettre leur grille de lecture qui l'exprime de façon assez différente de la compréhension par rapport au contexte et simple comme elle est écrite. Donc, ta question, elle est, d'un côté, la Torah elle te dit, voilà, celui-là, tu l'exécutes, et par ailleurs, bon, tu ne l'exécutes pas, tu t'arranges pour l'exécuter. Il faudrait savoir. Donc, on veut la déposition
parce que il faut trancher la justice. Et puis, quel intérêt il y a? L'intérêt il y a, c'est-à-dire que tu as envie que la justice soit appliquée. Parce qu'on souffre tous de l'absence de justice. Demain, ce type que tu as vu, là, tu dis, tu as assisté à une bagarre, il y en a un qui a tué l'autre, tu dis, moi, je n'ai rien à voir, je m'en fous. Mais demain, c'est nous qui sommes victimes de ces malades s'ils ne sont pas sanctionnés. D'accord? Donc, l'absence de justice, quelque part, elle n'est pas dommageable ou regrettable que pour celui à qui la justice n'a pas été rendue. Elle l'est pour tous les autres. On est tous et là, je parle de victimes collatérales potentielles. D'accord? Regardez ce qui se passe. Hein. Ouais, mais justement, c'est pour ça que je veux dire que dans une histoire parfaite, tu pourrais même imaginer que des témoins, on va même les chercher en voiture pour les amener. Tu vois ce que je veux dire? Là, à mon avis, on parle d'un témoin. Dans le cas de l'exemple, là, le gars, il a vu, on est d'accord. Mais là, on peut parler d'un témoin, éventuellement, d'un témoin qui n'aurait pas une bonne intention. En effet. C'est pas le cas d'un. C'est vrai, d'ailleurs, vous avez raison. Il a raison, Nathan. C'est vrai. On ne parle pas d'un témoin qui a réellement vu la pièce. On parle éventuellement un témoin qui aurait une mauvaise intention. Bien sûr, c'est pour ça, d'ailleurs, toutes ces histoires-là de Drisha Vachakira, d'accord, les questions, les enquêtes. C'est pour écarter, on est d'accord. Voilà, au-delà de l'intérêt qu'il y a aussi, parce que à force de questions et de précisions. C'est le seul intérêt. Non, ce que je veux dire, c'est que oui, essentiellement, oui, je suis d'accord avec toi. C'est le seul intérêt, c'est d'être sûr que ce qu'il dit est vrai et de savoir ce qui s'est passé. En effet. Je pense qu'il va y avoir, on doit lui poser 3 fois comme quand à la police, on pose 3 fois la question de la même manière, et d'une manière différente. Oui, en effet, c'est pour ça. Ce que je veux dire, c'est que au-delà, non, parce que nous on a un petit peu focalisé Drisha Vachakira, à force de questions précises et on va pinailler sur les moindres petits détails. Donc fatalement, on arrivera à un moment donné à un autre, le témoin, ça j'en sais rien, ou bien on se contredit parce que on a assisté à la même scène tous les deux, hein, mais on a posé des questions tellement précises que moi il me semblait que ça, c'est l'histoire. Vous vous rappelez les paquets de cigarettes Camel, les paquets de cigarettes Camel. Le type là, il est sur le chameau ou en bas, à côté du chameau? Est-ce que vous vous rappelez ou pas? Vous vous rappelez? On les a pas fumés. Vous vous rappelez de l'image? Bon, il n'y a pas de mec, il n'y a pas de type. Il n'y a qu'un chameau. Oui, parce qu'on a on fait des associations, la façon dont ça nous est présenté, on va se faire une image qu'on croit avoir vue, qui en réalité non. Donc on a assisté à la même scène tous les deux, mais on a tellement eu de questions où on a pinaillé sur le détail que Nathan il a dit un truc et moi je dis autre chose. Ah bon, vraiment? Pourtant, et donc ni l'un ni l'autre n'est honnête. Au-delà de l'intérêt de Drisha Vachakira d'arriver justement à faire en sorte que le témoignage il tombe à l'eau parce qu'on veut ça. Essentiellement, c'est comme vous le disiez juste avant, l'essentiel, la raison essentielle de Drisha Vachakira, ce n'est pas pour casser le témoignage, c'est pour faire en sorte de s'assurer que le témoignage est vrai, d'abord et avant tout. Donc, c'est vrai qu'a priori, on les respecte, ces témoins. À preuve du contraire, ce sont des personnes honnêtes. Il n'en demeure pas moins que dans la démarche d'une enquête sérieuse et d'un betting qui se respecte, il faut être soupçonneux et s'assurer que la déposition, elle est nickel. D'accord? Maintenant, c'est vrai que ce paradoxe, il subsiste un peu. C'est vrai que ce paradoxe, il subsiste un peu. On a l'impression presque, comme je disais, on a l'impression presque d'une deux poids, deux mesures, enfin, une forme de schizophrénie de texte de la Torah même. Il est question à n'en plus finir de mot yumat, yirgenu ba'aven, etc. D'accord. Et par ailleurs, veitzilu, encore une fois, hein, avec la grille de lecture que les Chachamim lui donnent, où on s'emploie de la façon la plus nos limites, de la façon la plus large possible, d'exempter, de dédouaner l'accusé de l'application de la peine capitale. Donc, il faudrait savoir que veut la Torah. Alors, c'est vrai que, et au niveau du témoignage, c'est un peu la même chose. Il y a, semble-t-il, une mitzvah de témoigner. On est même répréhensible si on fait de la rétention de témoignage dans la mesure où ça va rétablir la vérité et permettre de trancher selon ce que la justice de la Torah demande. Et par ailleurs, on essaye de les dissuader d'aller à terme de cette déposition. OK. Et parfois, on a besoin de faire, on a besoin de naviguer un peu entre deux eaux. Il faut la justice d'un côté, mais d'un autre côté, on ne perd pas de vue
cette volonté justement de Ve'etzilou, de faire en sorte de ne pas appliquer la peine capitale. Ok. Donc là, revenons à la Gemara. Alors la Gemara dit, bon mais et quel est le problème finalement de les trimballer, alors que ce soit comme Rashi explique, et comme c'est apparemment les mots de la Gemara, physiquement d'un endroit à l'autre, d'une loge à l'autre, jusqu'à ce qu'ils en aient assez, qui vont si c'est dans ces mesures-là, dans ces conditions, on s'en va, on ne va pas continuer notre truc, ou que ce soit comme le Ravad, qu'on les trimballe d'un point au niveau des questions, des idées, des trucs, qu'on les embrouille. La Gemara dit alors quel est le problème? On a vu que c'est ce qui était fait. Répond la Gemara à Midame, est-ce que ça ressemble? Hata amlaba, mimela kamidru. Acha kadachina neu beyadaim. Alors là, c'est une réponse qui est pas c'est une distinction qui est pas évidente. La Gemara dit Midame, est-ce que ça ressemble? Hata amlaba, dans ce qui est rapporté au nom de la façon, la Braïta où Rabbi Shimon ben Eliezer disait que justement, voilà, on les déplaçait d'un endroit à l'autre pour un peu les fatiguer et qu'ils en aient assez et qu'ils décident de s'en aller. Là-bas, Mimela Kamidrou, c'est automatiquement qu'ils sont repoussés. C'est-à-dire, on n'est pas vraiment responsable. C'est eux qui, de leur propre initiative, les témoins, décident finalement de jeter l'éponge parce qu'ils en ont assez d'être trimballés d'un endroit à l'autre, si on est comme Rashi. Ok. Alors que Acha ici, Kadachinan Neubeyadaim, c'est nous qui les repoussons de façon active. Lorsque on leur oppose, suite immédiatement à leur témoignage, mais peut-être que vous êtes des menteurs, peut-être que finalement vous êtes en train de comploter, que toute votre démarche, elle n'est pas motivée par une déposition saine et vraie, mais en fait vous voulez causer du tort à l'accusé que vous voulez faire condamner à tort. Là, on les repousse de façon active, ce qui n'était pas le cas quand les autres témoins qu'on trimballait d'un endroit à l'autre. La distinction, elle n'est pas évidente. D'accord, la différence, elle n'est pas flagrante. En quoi on est plus actif ici qu'on ne l'est dans l'histoire de Rabbi Shimon ben Eliezer, où on les trimballait d'un endroit à l'autre. Rashi, Anan Dachinaneu, c'est nous qui les repoussons, Urtiv. Et c'est écrit, ou Biarta, regardez c'est marrant, parce que regardez ce qu'il dit Rashi. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit Rashi? Sur ce que la Gemara a dit, là, donc je répète, en leur objectant suite à leur déposition, mais peut-être que vous êtes des menteurs, peut-être que vous n'êtes pas. Pourquoi est-ce qu'on vous croirait? Peut-être que tout ça, c'est une histoire montée de toutes pièces. Et donc, le problème, c'est que là, on les repousse apparemment de façon active. Urtiv, et c'est écrit d'Irachi, ou Biartahara, tu extirperas le mal. Vous vous souvenez que cette expression-là, elle est en général dans la Torah, si ce n'est tout le temps d'ailleurs, je ne sais pas, synonyme de l'exécution. L'exécution, d'accord? L'exécution en appel capital. Ok? C'est-à-dire que comment peut-on se permettre de les repousser à ce point de façon active? Ouais, mais n'oublions quand même pas que la Torah demande d'exécuter celui qui mérite de l'être, ou biartahara, tu extirperas le mal de ton sang, d'entre toi, de ton peuple. Donc tu vois qu'il y a cette ambivalence-là. On veut les repousser, pas de façon active, mais pas complètement, parce qu'il y a quand même un jugement. Voilà, ça répond un peu. Ce Rashi-là, c'est marrant parce que ce Rashi, il m'a fait tilter quand j'ai vu, je me suis dit, au début, tu dis, mais attends, qu'est-ce que ça raconte là? Et nous, on les repousse et c'est marqué, tu extirperas le mal. Une première lecture rapide, on se dit, dans quel rapport? C'est ça tout le rapport. Rashi, repousser les gens, mais tu ne fais pas de compte parce que tu as besoin de garder un peu sous la main. Voilà, c'est le côté un peu ambivalent de l'approche. Ouais, aussi.